la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Collectif pour la vérité. « 1er juin, journée mondiale de l'enfance. Il y a 30 ans, les dirigeants du monde ont pris un engagement historique envers les enfants du monde entier, en adoptant la Convention relative aux droits de l'enfant qui fait office d'accord international. Cette convention est devenue le traité relatif aux droits de l'homme le plus largement ratifié de l'histoire et a contribué à transformer la vie des enfants dans le monde entier. Et malgré cela, certains enfants n'ont toujours pas la possibilité de profiter pleinement de leur enfance. Aujourd'hui encore, beaucoup trop d'enfants voient leur enfance écourtée, comme les 2 cas qu'on a vus dernièrement, le viol de la petite fille de 5 ans et le meurtre de la fille de 10 ans après une séance d'exorcisme. Et ce sont que 2 cas parmi tant d'autres. Et pour parler de ce sujet, nous avons donc contacté Madame Ayadi Zineb, présidente de l'association La Voix de l'Enfant de la wilaya de Béjaïa. Bonjour Madame. Bonjour à vous. Fahaïd, comme encore une fois. Merci. Madame Ayadi, avant tout, parlez-nous un peu de votre association, le but de sa création et de ses objectifs surtout. Donc encore une fois, bonjour à vous. Merci beaucoup pour votre appel, pour votre invitation. Un sahaïdkoum et très très bonne fête, joyeuse fête à tous les enfants du monde qui méritent beaucoup de joie et de bonheur et de vivre en dignité. Notre association La Voix de l'Enfant a été créée le 12 juin 2014 de par la volonté de 15 personnes qui avaient différents âges, mais ils avaient tous un même but, donc qui voulaient vraiment faire dans la sensibilisation des droits de l'enfant. Donc, comme tout groupe débutant, on ne savait pas comment commencer. On a commencé par ce qu'on croyait comme le plus facile, c'était le domaine social. On approchait des familles, des enfants, et là, on commençait à comprendre leurs difficultés. À partir de cela, nous avions décidé justement de travailler autre chose, de faire des projets pour faire connaître la difficulté des enfants et surtout de l'enfant algérien. Pas de l'enfant béjaoui, non, de l'enfant algérien en général. Donc notre premier projet c'était porté sur justement ça veut dire le thème actuel, il a déjà été traité par notre association en 2015, la violence envers les enfants, surtout les abus sexuels envers les enfants. Et en 2015, les gens n'étaient pas encore prêts à entendre ça, malheureusement. Pour ne pas mentir, nous avions encore connu un échec énorme. Et justement, quand on avait cherché, on avait fait l'évaluation de notre projet. On a approché d'autres gens, d'autres personnes, et on a compris que c'était un peu trop tôt pour parler de ça. Béjaïa n'était pas prête, et je crois que même en Algérie, ils n'étaient pas prêts d'entendre que parfois l'oncle était incestueux, parfois le voisin était un pédophile. On n'était pas encore prêt de connaître ça, et surtout quand l'enfant est ici, malheureusement, et je ne sais pas comment on peut blâmer un enfant de 10 ans, mais ça veut dire toute sa proche famille a peur que cet enfant ne puisse pas connaître un glorieux futur à cause de son passé. Et malheureusement, il faut quand même qu'on rende les choses à leur place. Un enfant victime reste victime, et le violeur est un criminel. À partir de cela, oui, Oui, continuez. À partir de cela, notre association, bien sûr, on a compris notre échec, on a compris qu'on avait un peu trop sauté les pas, et de là, on a recommencé à faire dans la sensibilisation basique des droits de l'enfant, dans la charte que vous venez de mentionner, donc la charte, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par pratiquement tous les États le 20 novembre 1989. Notre pays n'a pas résigné sur les moyens, il a tout fait pour l'appliquer à partir de 1992. Par contre, les premiers pas dans la loi, il a fallu quand même attendre. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était peut-être lié par rapport
aux difficultés socio-économiques et culturelles de notre société. Mais on a enfin vu le jour la loi 1715, la 15-12, pardon, la 15-12, le 15 juillet 2015. Voilà, c'est la loi de la protection de l'enfance qui peut être jointe facilement par la Convention internationale des droits de l'enfant qui est menée actuellement par l'UNICEF. D'accord. Et quelles sont les différentes activités que vous avez réalisées depuis la création de votre association? Donc notre association, elle est en train de jongler entre deux axes. Donc on fait l'axe social, puis l'axe de la sensibilisation des droits de l'enfant et de l'accompagnement surtout. Notre association, pourquoi on jongle entre les deux axes? Parce que ils sont complémentaires. C'est grâce au social qu'on comprend justement les difficultés actuelles et c'est de là que nos projets justement pour travailler sur ces difficultés, pourquoi pas trouver des solutions. Donc quand on travaille directement avec les enfants, notre association surtout travaille avec des enfants qui sont issus de quartiers très défavorisés. Et si je peux citer juste pour exemple la Cité Oudali, qui est très très connue à Béjaïa. Malheureusement, on va pas parler ni des parents ni de la situation. Nous sommes contre dans notre association. Un enfant reste un enfant. Il a droit à une certaine protection, à sa dignité. Nous, on insiste sur la dignité des enfants parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans ce quartier-là. Surtout les enfants issus de parents, on va dire directement de mères célibataires. Voilà, de mères célibataires. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et qui se voient maltraités dans leur entourage, déjà abandonnés par leur entourage, que ce n'est que d'être maltraités par le voisinage, aussi maltraités par l'école. Ouais. Il faut le dire. On a eu des cas, on a eu des histoires où il y a eu des enfants qui se sont vus retirés par leur mère des établissements scolaires parce que des directeurs, des directrices ou des surveillants ont osé parler de la situation de la maman aux enfants. Donc par honte, par quelconque, voilà, quand on voit comme ça, quand on sait qu'est-ce que sa mère travaille, c'est beaucoup plus difficile donc on a eu énormément de difficultés par rapport à ça. Donc nous travaillons à partir de là et on a compris que la notion des droits de l'enfant n'était pas très connue et par aussi par l'éducatif, par le personnel enseignant. Donc on a travaillé dans des écoles. On a travaillé avec des élèves, des directeurs. On a même essayé de créer des espaces de débat entre parents d'élèves et les enseignants en présence plutôt des psychologues pour essayer de régler un peu la situation au niveau des établissements scolaires. Puis on s'est élargi aussi, on a fait et c'était un projet actuel aussi de camp de protecteurs des droits de l'enfant. Donc nous essayons aussi de former des personnels, ça veut dire on va dire des protecteurs de l'enfance ou des acteurs de l'enfance, c'est les termes un peu plus justes, car un enseignant, on oublie souvent un enseignant, un psychologue qui travaille à proximité des enfants, doit aussi se munir et être outillé pour savoir comment orienter un enfant et pourquoi pas aussi ses parents. Pourquoi pas même le défendre, savoir le défendre et quel organisme consulter en cas de violence des droits de l'enfant. Donc dans ces circonstances-là, les différents acteurs ont été menés à être rencontrés au niveau de notre association et quand même on commence à remarquer une certaine construction de base entre ces personnes-là et qui souhaitent quand même créer une plus grande collaboration. On voit des psychologues, des sociologues, des enseignants, des avocats se connaître, se consulter surtout sur les différents sujets liés à l'enfance. Ouais, notre association aussi. Oui, quand même c'était très enrichissant. C'est une expérience assez ludique. On a fait ça entre Béjaïa et Rabdaya qui est aussi un peu abandonné par le mouvement, on va dire le mouvement des formations, comme on dit au niveau de notre association. On a essayé quand même de les intégrer et c'est aussi assez important de le savoir. Parce que aussi la notion de l'enfance elle est très très différente au Sahara.
il faut Oui. le savoir, hein, c'est très différent par rapport à nous. Hein. Donc, pour nous, une fille de 15 ans, elle doit rester adolescente, elle doit connaître ses premiers amours, mais pas de cette façon. Mais pour eux, à l'âge de 14 ans, 13 ans, on pense déjà à un mari. La fille doit déjà penser qu'est-ce que ça veut dire un mari. On est en train de déjà l'engager vers un mariage sans même son consentement. Donc, on a vu beaucoup de filles de 13 ans déjà fiancées et déjà préparées à être mariées à l'âge de 15 ans. Donc, c'est très très grave quand même ce qu'on a vu. Mais malheureusement, on le voit toujours en 2020. Donc, c'est pas des cas isolés. D'accord. D'autres associations aussi travaillent avec ces enfants-là de quartiers précaires, donc entre Béjaïa, Rabaya et Médéa. Donc c'était le projet J'écris mes droits. Ces enfants-là étaient aussi menés et entraînés par des spécialistes, par des psychologues, à écrire, à s'exprimer sans violence, parce que quand on est déjà dans un quartier aussi difficile, c'est normal, on se retrouve à être violent parce que peut-être qu'on a été violenté verbalement ou physiquement, parfois les deux. Donc ces enfants-là ont été menés et ont été formés pour s'exprimer sans utiliser de la violence ni verbale ni physique. Et ces enfants-là se sont vus quand même publier leur propre texte sous forme d'un recueil et qui a été quand même distribué au niveau de Béjaïa, Rabaya. Et aussi au niveau même, on a eu l'honneur d'être invité par l'Union européenne lors de l'exposition internationale du livre à Alger, où aussi on a beaucoup distribué des recueils et on a un peu expliqué avec le formateur Faris Idir. On a fait beaucoup de travail, beaucoup de chemin. Donc c'est pas pour parler du social parce que social c'est clair, on va dire. C'est devenu basique, le basique de chaque association, mais aussi il faut savoir en tirer. Pas travailler de ce côté social et le laisser de côté, voilà, de dire, voilà, nous travaillons du social et nous faisons dans les droits, mais si on ne sait pas comment joindre et annexer les deux, le travail ne sera pas toujours assez complet parce qu'il ne sera pas du tout accompli. Il faut être sincère parce qu'il faut toujours tirer à partir de ces expériences-là un projet qui va essayer de les travailler quand même. D'accord. La déléguée nationale à la promotion et à la protection de l'enfance, Madame Mariam Chelfi, a fait état de 400 signalements enregistrés depuis le début de l'année, concernant 530 cas d'exploitation économique ou de maltraitance d'enfants. Madame Mayadji, que pensez-vous de ces chiffres-là, ou bien que pouvez-vous commenter sur ça? Bon, il faut savoir, donc, l'ONPPE fait son travail, elle a sa ligne verte. Mais c'est pas tout le monde qui connaît ce que ça veut dire, les lignes vertes. Le numéro 11. Voilà, le numéro 11. Ce n'est pas tous les enfants aussi qui ont accès. Et ce n'est pas tout le monde qui a vraiment cette conscience de dénoncer aussi, hein. Il faut le dire. Pour le 11-11 aussi, notre association ne fait pas partie de la PPE. Mais quand même, on peut parler sur ça, on peut même demander un élargissement de sensibilisation au niveau des établissements scolaires, afin que des enfants puissent accéder à ce numéro, comprendre comment l'utiliser et comprendre comment dénoncer. Il n'y a pas que l'exploitation économique, il n'y a pas que la violence morale, il y a énormément de choses auprès des enfants que parfois personne ne peut comprendre. Et il faut aussi un peu ajouter quelque chose. Il n'y a pas que l'ONPPE aussi dans cette affaire-là. Il y a le SOEMO, l'importance du SOEMO au niveau de chaque commune. Même le SOEMO commence même à dire mais pourquoi personne ne nous connaît. Ici à Béjaïa, nous parlons avec la responsable et elle-même elle est toujours étonnée pourquoi personne ne dénonce auprès d'elle. Donc notre association, elle essaie justement, c'est dans le cadre de notre projet, les protecteurs des droits de l'enfant. Donc on a essayé justement d'intégrer le SOEMO et même de parler sur l'importance de dénoncer auprès de la police des mineurs. Donc la brigade des mineurs, elle est très importante pour parfois aussi se protéger. Et comment peut-on appeler anonymement? Parce que bon, bien sûr, quand on veut dénoncer, on a toujours peur que notre identité soit révélée. Donc, on rassure un peu les gens aussi. Quand on peut appeler anonymement et ça aide énormément. Donc, pour les chiffres, on peut dire que c'est réaliste, mais on va dire réaliste et minimaliste. Peut-être que la réalité des choses ne reflète pas réellement les chiffres, parce que comme on a dit,
C'est pas tout le monde qui a accès à cette ligne. C'est pas tout le monde qui a aussi le courage de dénoncer. Ce n'est pas tout le monde qui sait que son identité est protégée. Donc il faut vraiment faire une autre campagne de sensibilisation sur ça, parce qu'on a toujours essayé d'encourager les gens d'appeler le 1111, et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que mon identité sera révélée? Donc il faut essayer de travailler sur ça pour avoir les véritables chiffres. Et je crois qu'une étude nationale, bon, je sais que c'est énorme ce qu'on va dire, mais une étude nationale s'impose pour connaître la réalité des choses. Nous sommes loin de la réalité. Quand on parle des Mousabites, je ne crois pas que parmi les chiffres, il y a eu des filles qui ont appelé le 1111 pour dénoncer que leur père est en train de les faire fiancer à l'âge de 13 ans et la prépare dès maintenant à quitter l'école une fois le BM passé. Donc voilà, il faut quand même encourager et travailler un peu plus sur le terrain. D'accord. Et si on devait parler des droits de l'enfant, à votre avis, Madame Ayadi, le droit algérien est-il conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant? Bon, si on parle de la loi, oui, elle est énormément conforme. Elle aide énormément la justice à faire son travail efficacement. La loi algérienne, elle est conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle participe à aider la justice justement à mieux s'appliquer dans le travail auprès de l'enfance. Là, on a l'enfant victime et l'enfant, on va dire l'enfant délinquant juvénile aussi, parce qu'on oublie souvent qu'il y a des délinquants. Et c'est aussi des victimes. Hein. Il faut pas oublier un enfant qu'on surnomme criminel est souvent aussi victime de son environnement. Ouais. Donc là, on va dire voilà, il est conforme, il est bien, bon, malgré quelques petites lacunes, mais dans son ensemble, il vise quand même à relever le niveau au niveau des droits de l'enfant en Algérie. Cependant, c'est la réalité qui pose problème. C'est vraiment une question de conscience, une question de travail sur le terrain, une question de sensibilisation, une question aussi de la création même, de la construction même de la famille. Et c'est de là qu'on commence à trouver des difficultés. Faire comprendre quand même à un couple que ça veut dire une responsabilité parentale, je crois que c'est devenu plus qu'obligatoire en Algérie, plus que primordial. Parce que bon, si on peut utiliser les grands mots, mais parfois utiliser les mots les plus simples pour arriver à expliquer les choses est beaucoup, je crois, est beaucoup plus approprié actuellement. Dire à une fille va te marier, c'est bien. Ouais. C'est bien, oui. Je m'exprimerai le bois. Voilà, pour qu'elle soit pas une baïra. C'est bien aussi. Malheureusement, c'est devenu cette idée-là. Mais justement, l'éduquer est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus approprié. Ramener une fille, avoir une fille. Lui expliquer les choses, que la vie est difficile aussi. On peut pas, la vie n'est pas une équation, ce n'est pas sûr. Oui. Rien n'est sûr dans la vie, rien n'est acquis dans la vie. Donc avoir un diplôme, avoir un travail, c'est beaucoup plus approprié dans l'actualité. Après, trouver un partenaire idéal pour elle, parce qu'il n'y a pas, il y a pas un mariage parfait, mais un homme qui lui ressemble, un homme qui peut construire un foyer, parce que une femme éduquée est une femme qui comprend qu'est-ce que ça veut dire des responsabilités. Elle est plus à même de trouver un partenaire aussi qui est responsable. Oui. Mais justement, on est bloqué dans un sillage social où tout le monde pense au mariage, la journée de la fête, les youyous, mais après. Oui. Mais c'est l'après qui devient beaucoup plus difficile, parce que quand on commence à avoir des enfants, quand on entend il y a des mères au foyer qui n'ont finalement, juste après le mariage, elle commence à vous dire mais je n'ai pas été prête pour ça, mais je savais pas que c'était aussi difficile. Et quand elle a le premier enfant, deuxième enfant, on la voit les mettre chez la nourrice, et elle commence à fuir un peu ses responsabilités. Donc ni elle travaille, ni elle est à la maison. Donc il y a le regret. Et c'est normal qu'il y ait le regret. Moi, je les blâme pas. Je les blâme pas parce qu'on ne leur a pas expliqué dès le départ qu'est-ce que ça veut dire le mariage. Oui. En plus de l'influence des films étrangers qu'on a ici en Algérie, en plus des smartphones,
en plus d'un monde d'apparence. Et c'est beaucoup plus difficile d'expliquer à la fille que la beauté est éphémère, ou à l'homme aussi, hein, même les jeunes hommes maintenant pensent la même chose. C'est beaucoup plus difficile de leur expliquer que la beauté n'est qu'éphémère. Il faut c'est loin de la réalité, quoi. Voilà, dans la réalité. Oui. Ils sont très 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 loin de la réalité. Et quand on dit ça, parce qu'on a l'habitude d'entendre des déclarations des autres associations et élever un peu le niveau du vocabulaire et dire voilà. Non, il faut revenir en arrière. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire qu'il y a un problème au niveau de notre société. Déjà, le problème du mariage, il a déjà été prononcé par quelques religieux même, hein, c'est des religieux qui ont parlé sur ça et qui ont demandé à ce qu'il y ait quand même des formations pour les nouveaux mariés comme en Indonésie. Et c'est une très 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 bonne idée, justement pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire une responsabilité et pour éviter un éventuel divorce. Voilà, au bout de 4 mois quand même, c'est un peu plus voilà. Donc c'est vraiment un travail de terrain. Et c'est un large travail de terrain. Là, maintenant, on commence à entendre qu'il y a des incestes. Non, là, on commence à parler des incestes parce que les incestes, ils existaient déjà. Mais c'est maintenant qu'on commence à parler et toujours timidement. On parle de la pédophilie et toujours timidement. On parle de la violence envers les enfants. Et là, je souhaite un peu me prononcer sur ça. Même durant ce ramadan-là, je suis une Algérienne, c'est normal. Je regarde quand je prends mon iftar, donc je regarde la télévision algérienne, c'est une obligation. Et je vois quand même qu'il y a des blagues, ou il y a des sitcoms où on montre que le père frappe son enfant. Oui. Et ça fait rire, et c'est censé faire rire. Donc comment faire passer un message à toute une population que la violence est contraire à la convention, est contraire à la bonne psychologie de l'enfant, alors que on voit toujours ce genre d'émission, et sachant que notre peuple, voilà, nos citoyens sont très visuels, donc ils sont déjà très influencés par le visuel, donc pour eux, la normalisation de la violence est déjà faite. Donc il faut vraiment, il faut tout revoir. Dans notre société, il faut tout revoir pour un peu préparer une bonne base pour nos enfants. Quand on dit aux parents, ne leur donnez pas des portables, ne leur mettez pas du crédit pour l'internet, ils vous disent c'est normal, c'est l'air du temps, mais est-ce que vous vérifiez qu'est-ce qu'ils font? À l'âge de 13 ans quand même, ils peuvent entrer dans des sites. Et parfois, il n'y a pas qu'un seul genre de site, et c'est parfois des sites assez violents. Et ils répètent, nous on est en train de les voir, ils répètent exactement les mêmes jets de violence. Avant, on n'entendait pas des enfants jurier en pleine rue. Maintenant, on voit des enfants, on entend des enfants qui disent des gros mots même devant des personnes âgées. Donc il y a beaucoup de choses. Donc on sait que cet enfant-là n'est pas à blâmer, hein. Cet enfant-là est abandonné par tout le monde. Avant, il y avait le voisin qui disait non. Il y avait l'enseignant qui disait non, c'est pas normal. Maintenant, l'enseignant a peur de dire ce n'est pas normal. Le voisin dit ce n'est plus de mes préoccupations. Moi, j'ai mes propres enfants. Les parents disent nous sommes très occupés par le travail. Nous, on n'a pas ya Rabbi ou lajibnahum al-qfa. Donc, qui va éduquer cet enfant-là pour démissionnaire. Voilà, tout le monde est devenu démissionnaire, et cet enfant-là a beaucoup de risques dans un avenir futur. Déjà la déscolarisation, déjà peut-être même tomber dans la drogue, ou tomber dans un chemin qui n'est pas vraiment approprié pour lui, pour son âge. Et tellement tout le monde est missionnaire, même s'il tombe dans ce genre d'erreur, qui va le sauver après? Parce qu'un adolescent, c'est normal qu'il tombe dans des erreurs, mais au moins s'il a des airbags. Les parents sont souvent des airbags. S'il a des airbags, ça va, mais s'il n'a pas d'airbag, comment il peut rebrousser chemin et se sauver par lui-même? En parlant de ça, comment peut-on faire face pour protéger un peu l'enfant? Comment peut-on renforcer la protection de l'enfant? Justement, c'est ce que je viens de vous dire. C'est vraiment un travail social, et tout le monde doit s'investir.
Il n'y a pas que l'État qui doit s'investir, il y a aussi la société civile qui doit faire son travail, il y a aussi les parents qui doivent faire leur travail, et il y a aussi les enseignants. Alors là, le rôle des enseignants, parce que l'enfant est à l'école. Maintenant, aujourd'hui, les enseignants sont démissionnaires, hein. Ils s'intéressent plus à l'éducation de l'enfant, c'est plus le niveau scolaire. Ils se préoccupent plus du niveau scolaire que son éducation. Que son éducation, voilà. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment un travail multidimensionnaire. Ça ne sera pas qu'une seule partie qui va essayer de sauver ces enfants-là. Parce que quand on parle, quand on a questionné des enseignants, eh ben, eux aussi, ils ont leurs arguments, hein. Parce qu'on a fait des réunions avec des enseignants pour comprendre ce qui se passe. Oui. Et eux, ils disent autre chose. Pour eux, c'est vraiment tout autre chose. Eux, ils essayent. Ils vous disent, il y a eu des enseignantes qui nous ont dit, nous avons essayé de parler des enfants, juste parler à des enfants, et demain, leurs parents viennent et nous disent, attention, ne faites plus ce genre de remarques à mes enfants. Ma fille fait ce qu'elle veut, mon fils fait ce qu'il veut. Donc même eux, ils ont leurs propres arguments. Et ils vous disent à la longue, si à chaque fois il y a ce genre de menace, ils préfèrent dans un langage courant, oui. Donc pour eux, c'est mieux d'être tranquille, de rester tranquille, que d'avoir ce genre de discussion avec la majorité des parents. Donc pour eux, justement, ils se sont investis dans le milieu scolaire, dans le niveau scolaire, mais pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas aussi une aide. Les enseignants ont aussi souvent parlé sur l'aspect psychologique, donc il y a parfois 45 élèves dans une classe, et on va dire avec une certaine influence actuelle, les enfants ne sont plus comme ils étaient, d'après leurs propres paroles, et un manque de suivi psychologique. Donc, ce qui crée un peu, pas un peu, mais beaucoup de tension entre eux, la direction, les parents, les élèves. Donc, ils se retrouvent un peu bloqués dans tout ce rouage. Bon, notre association, c'est pas qu'elle défend ou qu'elle ne défend pas les enseignants, mais on dit tout simplement leurs propres arguments. Parce que, je vous répète, nous avons fait des réunions avec eux et déjà, nous avons travaillé aussi au niveau des établissements scolaires. Et c'est comme si on a un seul scénario pour tout le monde. C'est tous les enseignants qui se prononcent sur le même discours. On n'a pas de suivi. Les classes il y a trop d'élèves pour une seule classe. Donc, on peut plus gérer. C'est tout le monde qui dit la même chose, malheureusement. D'accord. Un dernier mot, Madame Ayadi, ou bien un message que vous voulez faire passer à cette occasion? Donc, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, il faut se rappeler un truc. C'est pas tous les pays qui sont en train de le fêter. Donc, l'Algérie est comptée comme un des pays restants qui tient quand même à fêter cette journée-là. Et je crois que c'est un message très important qu'on veut faire passer au monde entier, qu'encore l'Algérie souhaite veiller sérieusement au bien-être des enfants. Parce que maintenant, la journée mondiale de l'enfance, c'est devenu le 20 novembre. Voilà, avant, c'était 2 fois la journée de l'enfance. Voilà. Maintenant, on ne fête qu'une seule fois. Aussi, il faut rappeler d'autres dates. Donc, le 12 juin sera la journée internationale contre le travail des enfants. Le 15 juin, le 16 juin plutôt, ce sera la journée africaine de l'enfant. Et le 15 juillet, ce sera la journée algérienne de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de journées pour cet enfant-là qui expriment quand même notre volonté de travailler pour la suprématie des droits de l'enfant en Algérie. Cependant, il faut vraiment que tout le monde s'implique. Il ne faut pas attendre que quelques associations s'impliquent, ou bien que seulement l'État s'implique, ou seulement les enseignants s'impliquent, ou seulement les parents s'impliquent. Il faut trouver quand même une façon d'en discuter. Vraiment de travail commun, tripartite ou multipartite, pour justement tracer un chemin et tout faire, préparer une base pour les enfants qui vont venir dans un futur proche. Ils vont quand même se trouver dans un pays qui respecte leurs droits. Il y a quand même, tout n'est pas noir, hein, tout n'est pas noir. Il y a quand même le droit à l'éducation, il y a le droit à la santé, l'accès gratuit à la santé,
il y a quand même le transport, c'est vrai. Il y a quand même quelques trucs où l'Algérie a pu les imposer par rapport à d'autres pays africains. Si on prend des exemples, par exemple le Sénégal, jusqu'à maintenant, on entend des histoires un peu qui font froid dans le dos. Faut pas se mentir. Mais quand même, nous, on va pas que regarder le bas, il faut quand même regarder le haut. Il faut essayer quand même d'essayer de vers ça. Voilà. Il faut regarder la partie pleine quand même. Voilà, il faut pas regarder juste exactement. la moitié vide. Il faut savoir comment, il faut chercher à s'améliorer. Ce n'est pas que pour vous, c'est pour nos enfants, pour leur bien-être, pour que ce soit de futurs leaders, pour que ce soit de futurs citoyens, de très bons citoyens qui vont travailler notre pays. Si chaque fois on dit l'enfant de demain, l'enfant d'aujourd'hui est l'homme de demain, il faut commencer, si on veut qu'on ait un homme ou une femme saine d'esprit, il faut vraiment travailler dès maintenant. Voilà. Merci Madame Ayadi d'avoir tenu cet entretien avec nous. Et merci aussi à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.